T'es rentrée du boulot alors? Alors, tout juste. Et en plus, c'est la première fois que je me sers de ce truc-là, donc je On est maîtrisais pas content que trop. tu sois avec nous. Ah bah, c'était immanquable. Salut Francine. Je regarde au fur et à mesure les noms qui s'affichent. Alors, évidemment, je ne connais pas tout le monde, mais je vous souhaite à tous la bienvenue. On espère qu'Olivier sera dans les 250 premiers Ouais, connectés. on espère. Ça serait dommage. Ce serait mieux, ouais. Ce serait bien qu'il ne nous fasse pas le coup du quart d'heure de politesse. Alors. C'est impressionnant le nombre de petites fenêtres qui s'affichent là. Je vais lui dire de venir tout de suite. Alors, tant qu'on n'a pas démarré, vous pouvez discuter. Hein. N'hésitez pas, parce qu'après, une fois qu'on aura démarré, on coupera les micros, bien sûr. Et vous savez qu'il y a un chat qui est déjà en train de biper de partout. Donc, effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on relaiera. Alors. Il est encore tôt. Hein. Mais moi, je me suis dit, il n'y en a que 250, donc je vais me dépêcher, quoi. Voilà, t'as bien fait. J'ai fait comme toi, Anthony. Ouais, à 19h, je pense que c'est foutu. Hein. On a des gens qui se connectent depuis déjà plus d'une heure. Enfin, qui essayent de se connecter depuis déjà plus d'une heure. Moi, je vois les gens qui pourraient être... Alors, Katia, si vous n'avez pas de son, c'est surprenant parce qu'a priori, tout le monde s'entend. Montez peut-être le son sur l'ordinateur ou sur le téléphone. Ou alors déconnectez-vous et reconnectez-vous. Parfois, il y a des petits décalages. Moi, je vois tout le monde, mais je ne vois pas. Ah, ça y est, je suis là. C'est bon? Ça vient? Je viens de renvoyer un message à Olivier. Ouais, parce qu'on est venu pour lui au départ, quand même. Hein. Comment ça, vous ne restez pas s'il n'y a que Caro et moi? On peut très bien parler Ouais, d'impact. si, peut-être. Peut-être quand même, ouais. Alors oui, désolée de vous avoir mis la pression sur les 250, mais en fait, on n'a jamais vu autant de monde s'inscrire à l'événement. Que pour Olivier, c'est juste hallucinant. Donc, effectivement, on préférait prévenir que Google Meet plafonne le nombre de personnes qui peuvent se connecter, puisque tout ça, c'est une connexion gratuite, entièrement gratuite. Voilà, mais je vois que ça monte là au fur et à mesure. Ça va, on a encore de la place pour l'instant. Évidemment, l'apéro est enregistré, donc on mettra le replay sur notre page YouTube pour que les personnes qui y ont assisté ou qui n'ont pas pu y assister puissent le revoir. Bonsoir Florence. Bon, il y a mes textos qui partent pas. Du coup, qui a déjà son impact? Moi, en tout cas. On l'a eu à Mulhouse pour beaucoup aussi. Attends, Pour ceux qui étaient à Mulhouse, effectivement, il était en avant-première à Mulhouse. Je l'ai ramené. Et oui, il sort demain. Oui, je vois dans le chat que nombreux sont ceux qui le récupèrent demain. Donc on fait une précommande. Généralement, la précommande, elle arrive la veille de la sortie. Donc les gens qui précommandent, généralement, l'ont eu sans doute chez eux aujourd'hui. Il y a Corinne de l'Aveyron, l'autre pays d'Olivier. Ouais, j'espère que dans les précommandes, effectivement, les gens l'auront parce qu'il n'y a rien de pire que de le précommander et de ne pas l'avoir. Ou de l'avoir après. Il faut ce qu'il faut pour que ça parte et que ça arrive même en avance. Alors, Olivier, on t'attend. Hein. Oui, je confirme. En me disant, reviens, viens. Il nous fait languir. Bon, en même temps, il n'est pas en retard non plus. Ah, ça existe aussi en précommande numérique, dit Damien. Et en précommande numérique, on l'a pas avant le jour J, même pas la veille? Non.
Mais en précommande numérique, on est à minuit ou bien? Oui. D'accord. Minuit 1. J'espère que c'est minuit. La nuit va être courte. Alors, Parce que moi, je Christophe, jouais sur le décalage horaire avec les États-Unis. Donc moi, je l'avais à 15h. Ah, Ok. Ça, c'est cool. Il n'y avait pas plus loin que les États-Unis pour aller encore plus vite? Ah, il doit y avoir plus loin. Hein. Ouais, j'espère que c'est pas 9h ou 10h du matin. Pardon? T'as dû faire ça aussi, Caro? Bah non, en fait, T'as pas profité? j'ai jamais réalisé ça. J'ai jamais fait attention à ça. Ouais. Ouais. Il y a peut-être des gens qui se réunissent pour. C'est pour. Ouais, mais c'est une bonne idée, effectivement. Hein. Et ouais, il va venir. Ouais, c'est une excellente idée. Vous allez faire comment pour gérer les questions pour Olivier? on va faire au mieux. Bonne chance. Parce que je pense que tout le monde en a plein. Ça va bien se passer. De toute façon, je disais tout à l'heure, mais du coup, je vais le redire. Là, on peut papoter, etc. Et puis ensuite, pour que ça se passe bien et qu'on n'ait pas de brouillage sur la ligne, on va couper les micros. Et effectivement, vous pourrez poser vos questions dans le chat. Donc, en fait, c'est nous qui relayerons les questions à Olivier. Parce que sinon, si tout le monde prend la parole en même temps, on ne peut pas s'en sortir. Ouais, c'est surtout qu'on n'arrivera pas en 1 heure À poser toutes les questions non plus, mais... Donc, on va faire comme d'hab pour les habitués. On va lire 2 extraits d'Impact. Non. Olivier nous a demandé de les lire. Donc, Caro et moi, on va lire chacune un extrait. Et puis après, voilà, on va demander comme d'hab à Olivier de se présenter en début d'apéro, même si tout le monde le connaît maintenant. Mais bon. On ne sait pas, il y a peut-être des irréductibles. Hein. Non, moi je connais pas. Moi je viens pour. Savez-vous qu'il a été gogo dancer dans les années 90? Pas forcément. Donc voilà, on vous racontera tout ça. S'il se connecte, 6h59. Tu devrais peut-être l'appeler, Caro, non? Comme ça, Ouais, au moins, je vais on est sûr. Alors, on a fait un essai ce matin pour être sûr que tout fonctionne bien. Ça fonctionnait. Il était en pyjama, j'espère qu'il s'est habillé, on va voir. Il y a une Ola qui est en train de se créer dans le chat. Olivier. Bon, alors je m'excuse par avance, il paraît que j'ai pas une super connexion. Mais l'essentiel, c'est que vous m'entendiez. Ah non, on ne voit pas. Ouais. Caro, Olivier me dit qu'il est connecté. Ah bah, il pourrait parler, comme ça, au moins, il s'affiche sur l'écran. Ça y est, c'est bon. Est-ce que vous entendez? Ah oui, Oui. Ah si, ça y est, je te vois. Oh, même Anthony, il y a 7 mois, comment tu vas? Olivier, Ça va? Olivier, Ça va, Tiens, ça va. Franchon, Salut. viens voir 2 secondes. Attends, Olivier. Juste 2 secondes. Regarde. Oh, je crois que je vais voir. Regarde qui est là. Je crois que je vais voir Fanchon. Coucou. salut Lamia. Salut Fanchon, comment ça va, ma belle? Salut. Bien. Oh, elle a toujours autant de dents. C'est incroyable. Elle en a de moins en moins. Elle en a perdu 5. On en a acheté quand même. Écoute, fais des économies, achète. J'en ai plusieurs. Arrête, t'as 2 dents. On vit pas avec 2 dents. Faut Non, manger c'est de bon, la ma puce. Allez, Fanchon. Fais juste un bisou. Salut, ma Elle belle. va jouer. Bon bah, bienvenue, La Olivier. parenthèse. Il a un fan club de plus en plus jeune, vous voyez. Coucou. Bon, bah bienvenue Eh à ben, tous. on vient de passer la barre des 100. Ouais. Il est 19h, c'est parfait. Juste à temps. Juste à temps. Tu vas bien? Ça va, ça va. Si c'est à moi que tu parles, parce que je vois beaucoup de gens sur cet écran, mais si c'est à moi que tu parles, moi, ça va bien. Alors du coup, on va vous demander de désactiver les micros, qu'on puisse avoir juste Olivier. Ce sera plus simple que sinon, il y a beaucoup de bruit de fond. Donc si vous pouvez chacun désactiver vos micros, ou Mathieu va le Je faire. crois que Mathieu, tu peux désactiver tout le monde, sauf nous. Mathieu, tu désactives tout le monde, même Olivier, s'il te plaît, parce que... Alors, est-ce qu'on peut te demander, c'est une bouteille de quoi derrière toi, Olivier, s'il te plaît? C'est une bouteille de rhum. D'accord. Pleine ou vide? Attends. Bah non, pleine, évidemment. Moi, on m'a dit que c'était un apéro. Je suis prêt pour l'apéro. Hein. Ok. Tiens, d'ailleurs, je sais pas, tu offres une bière ou pas?
Oui, tout à fait. Le livreur va arriver. Ah, Je t'ai merci envoyé beaucoup. un- C'est bon, je l'ai. T'as un ouvre-bouteille? Merci. Ok, alors l'apéro peut commencer. Ouais. On est prêt? On démarre et Eh ben, puis bah, ceux qui super. arrivent Allez. prendront en cours de route. Oui, alors, donc du coup, bonsoir à tous et bienvenue. On est ravis de vous accueillir pour cet apéro avec Olivier Nerec, qui va se présenter juste après. Alors non, il ne faut pas partager son écran, Angélique, c'est pas possible. On a donc coupé les micros de tout le monde normalement. Vous avez un chat dans lequel vous pouvez écrire ce que vous voulez ou à peu près. Et Caro et moi, on a des questions à poser à Olivier et on relaiera aussi bien sûr les questions que vous posez dans le chat. L'apéro se déroule de maintenant à 20h et Olivier, je te laisse la parole pour te présenter. Moi, je voulais juste dire un tout petit mot. Je voulais remercier Claire Favant qui m'a fait lire Olivier Nerec pour la première fois en 2014. C'est grâce à Claire que j'ai découvert Olivier. Donc, merci Claire. Voilà, j'en profite pour faire un petit coucou. Et Olivier, on te laisse te présenter pour démarrer, s'il te plaît. Ok, d'accord. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Olivier Nerec, j'ai 35 ans, ça ira très bien. J'ai été flic pendant 18 ans. Et puis un jour, j'ai participé à un concours de nouvelles sur un site qui s'appelait auféminin.com. Parce que je vais sur le site que je veux déjà. Et puis, et donc, c'était un concours de nouvelles anonyme. Donc, j'ai envoyé mes 3-4 pages. J'ai eu la chance de gagner la 3e place. Évidemment, ils ne s'attendaient pas à voir débarquer un vieux bonhomme de 40 piges avec une barbe comme ça et les yeux dans les poches parce qu'on sortait d'une affaire qui était un peu compliquée et qui m'avait empêché de dormir pendant plusieurs jours. Donc, ils étaient assez surpris de ne pas voir une jeune fille parce que visiblement, mon histoire était assez sensible et elles étaient persuadées que c'était l'écriture d'une femme. Et donc, quand le jury a appris que j'étais aussi officier de police, l'idée, comme ça, d'écrire un roman policier assez humain, axé sur l'humain et d'un auteur qui n'a pas peur, parce qu'il n'y a pas à avoir peur, mais qui n'a pas peur de montrer ses émotions, son empathie, sa sensibilité. Alors, on pourrait peut-être avoir un truc pas encore trop lu, même si j'ai absolument rien inventé, ça c'est sûr. Mais voilà, cette idée de mélanger une certaine sensibilité avec le quotidien rugueux d'officier de police dans le 93 en police judiciaire, c'est ça qui m'a donné l'idée de commencer à écrire. Donc j'ai écrit 50 pages. Il y avait tout ce qu'il ne faut pas faire, c'était parfait. Il y avait un clown, serial killer, des poursuites en hélicoptère, enfin c'était n'importe quoi. J'ai balancé ces 50 pages. On m'a dit que je faisais exactement ce qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire que j'assumais pas du tout d'être un auteur français et que c'était pas la peine de faire un blockbuster américain. Donc j'ai repris mon travail et j'ai raconté l'histoire simple et sombre d'un groupe de PJ en face d'une série de meurtres. Et c'est comme ça qu'est né Code 93. Alors Code 93, moi j'étais persuadé que ce serait mon seul et unique bouquin. Donc, à la base, il devait faire quelque chose comme 600 ou 700 pages. Et puis après, on en a enlevé beaucoup pour que ça devienne le Code 93 d'aujourd'hui qui doit en faire 380 ou 400 et quelques. Parce que, en fait, la personne avec qui j'ai travaillé a senti que j'avais plusieurs histoires à raconter. Et c'est comme ça qu'est née aussi l'idée d'une trilogie. Voilà, en gros, une courte présentation. Très bien. Alors là, on va parler plus précisément de ton 6e roman qui sort demain, Impact. Voilà, un thriller écologique, on pourrait le présenter comme ça. Est-ce que tu peux nous expliquer la genèse de ce roman choc, s'il te plaît? La genèse, c'est la genèse de tout auteur de roman policier. Il nous faut d'abord un sujet qui puisse intéresser le plus grand nombre. Il nous faut une scène de crime, il nous faut un assassin et il nous faut des flics pour enquêter dessus. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, dans les polars, avoir juste un assassin et un flic, et à la fin le flic arrête l'assassin, on en fait un peu le tour. Et là aujourd'hui, avec tous les confrères du polar, on sent bien que tout le monde essaye de sortir de ce cadre simplement procédural ou simplement d'enquête pour trouver quelque chose en plus. Claire Favant, elle a écrit un magnifique bouquin sur un enfant TDAH, et ça a été mis à l'intérieur d'un polar. Jacques Sausset a écrit Enfermé et il parle donc du
des transgenres à l'intérieur d'un polar. Jean-Luc Bizien va sortir un bouquin qui s'appelle « Et puis mourir » et à l'intérieur, il y a les manifestations des Gilets jaunes. Donc, c'est vrai que le polar essaye pour ne pas se cannibaliser, le polar, il essaye de prendre un petit peu ce qui se passe autour. Et donc, quel est le sujet le plus important que le sujet de l'écologie? En fin de compte, le sujet, c'est notre habitat qui est en train de crever, notre planète. Donc là, pour le coup, c'était le sujet le plus fédérateur, mais aussi parce que c'était un sujet qui me touchait énormément et qui me met en colère. Après, pour la scène de crime, c'est tout simplement la planète. La victime, c'est l'humanité. Et mon assassin, c'est un magnifique assassin en série qui tue plusieurs dizaines de millions de personnes par an. La pollution atmosphérique, c'est 9 millions de personnes par an. Et se dire qu'on parle d'urgence climatique peut être résumé et peut être justifié en réfléchissant un petit peu aux chiffres. Et c'est un chiffre qui, moi, m'a assez stupéfait. La pollution et le réchauffement climatique par an, c'est l'équivalent en pertes humaines de 2 fois la Première Guerre mondiale. Donc là, je crois que j'avais un assassin assez efficace, assez efficient, et je crois que j'avais à peu près tout pour démarrer le polar. Mais là, tout ce que vous apprenez, évidemment, c'est juste le début, parce qu'on va donc rencontrer Virgile Solal. Virgile Solal, c'est un homme en colère. C'est un homme en colère qui réalise qu'en face de l'assassin en série le plus efficace, je me répète encore, pardon, il réalise qu'on n'est ni défendu, ni protégé, et que les responsables de cette pollution et de ce réchauffement climatique ne sont ni inquiétés, ni punis. Donc, il va décider de reprendre un droit qui est fondamental, qui est le droit à la défense. Il va décider de se défendre d'abord lui-même, et puis ensuite l'humanité, évidemment, c'est un peu grandiloquent, mais c'est un peu ça. C'est intéressant ce concept de droit à la défense. C'est un droit fondamental. C'est un droit fondamental. Si je reçois un coup, j'ai le droit d'en rendre un. C'est absolument normal. Mais il y a des gens qui sont plus forts que moi, plus violents que moi, et quand on leur met un coup, ils veulent en rendre 10, ils veulent en rendre 20. Et donc, on est en face d'une défense qui n'est pas égale, qui n'est pas équitable. Résultat, on a laissé ce droit fondamental à une institution qui est la justice, et c'est donc à la justice de rendre, de punir, mais de manière égale, de manière similaire, tout le monde. Voilà. Sauf que là, aujourd'hui, ni la justice, ni le gouvernement ne nous défendent face à ce dérèglement climatique qui va créer non seulement l'érosion des biodiversités, non seulement l'épuisement des ressources, mais qui va aussi générer quelque chose de terrible, qui est le réchauffement climatique. Et le réchauffement climatique, ça va créer des réfugiés climatiques. Et on parle d'ici 20 à 40 ans, c'est encore assez flou parce qu'on ne sait pas vraiment quand le verrou va sauter. Mais on parle dans les dizaines d'années à venir, on parle de 200 millions, voire 500 millions de réfugiés climatiques. Et il suffit de voir comment on a géré les 10 000 réfugiés climatiques, les 10 000 réfugiés de la jungle de Calais, c'est-à-dire qu'on les a mis dans une jungle qui était en fait une ancienne déchetterie. On a mis des policiers autour, des chiens, beaucoup de lacrymos. Donc voilà, on voit comment on a géré 10 000 réfugiés dans la jungle de Calais. Je me pose la question avec beaucoup d'inquiétude de savoir comment on va gérer 200, 300, 400, 500 millions de réfugiés qui vont débarquer, des réfugiés climatiques qui n'auront en fait pas le choix, qui vont débarquer aux portes de l'Europe, de l'Amérique du Nord. Donc, il va peut-être y avoir une guerre qui, même si elle est gagnée, n'aura aucun vainqueur parce qu'en fait, on va tellement se salir l'âme, on va tellement se salir l'esprit, on va tellement être dégueulasse d'avoir gagné cette guerre qu'on s'en remettra pas. Ce sera la guerre de ceux qui ont tout contre ceux qui n'ont absolument plus rien. Et ça, c'est dans un avenir assez proche et je crains même de pouvoir en être témoin. Je crois que ça répond à peu près à ta question que j'ai oubliée. Justement, Impact, c'est un cousin de ton livre Entre deux mondes. Ce sont deux livres qui mettent en colère. C'est vrai qu'on lit le livre en disant qu'on sait tout ça, qu'effectivement, on ne nous cache rien, on est au courant, et que malgré tout, on ne fait rien, enfin, on ne peut rien faire, ou on n'arrive à rien faire, en fait. Donc, c'est vrai que, voilà, Impact, c'est un livre, en fait, qui secoue, qui fait que, enfin, moi, j'ai été en colère pendant tout le livre. On ferme le livre, on a envie de pleurer, on a envie de partir en guerre, on a envie de vomir, c'est ce que je t'avais dit. Ouais, voilà. Ouais, il faut que les gens aient envie de le lire quand même. Hein. Je vais essayer de brancher un casque parce que je t'entends pas totalement. Mais non, on vomit pas quand on lit mon livre, hein, Caroline. Tu recommences. Voilà, je voulais juste vous lire la toute petite phrase quand vous ouvrez Impact. Olivier écrit « À ceux qui n'ont jamais connu cette planète autrement qu'en danger ». Voilà, c'est exactement ça. Autrement qu'en danger. Ouais, autrement, je te cite.
Est-ce qu'on démarrerait par un petit extrait de ton livre? Oui. Avec plaisir. Alors, je vais partager l'extrait à l'écran. Caro va vous lire un extrait pour vous donner un aperçu de ce que l'on peut lire dans Impact. Ça ne dévoile rien, ne vous inquiétez pas. Alors, ça vient, hein? Ça vient de Corse, donc ça va venir. Caro. Donc, Impact sort demain. Voici la couve, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Et voici l'extrait. Caro, c'est bon? Tu l'as à l'écran? Non, mais moi, je le lis, j'ai le livre. Ok. Connaissez-vous l'histoire de la grenouille et de l'eau chaude? Quoi qu'il en soit, même si vous la connaissiez, vous ne me le diriez pas. C'est autant de temps offert pour me localiser, non? Vous agissez comme un criminel. Vous comprendrez que nous agissions comme des flics. Et honnêtement, j'ai beau chercher, une histoire de grenouille, j'ai pas. Alors, nous vous écoutons. C'est-à-dire vrai, plus une expérience qu'une comptine, précisa l'homme sans masque. L'idée est de plonger une grenouille dans un bocal rempli d'eau chaude à 40 degrés. À cette température, elle fera tout son possible pour s'enfuir. Recommencer l'expérience dans une eau à 15 degrés, réchauffer doucement d'un demi-degré par minute. La grenouille aura tout le temps de s'habituer, jusqu'à mourir de chaleur, sans même avoir essayé une seule fois de se sortir de là. La seule différence entre ces deux expériences porte sur l'accoutumance. On s'habitue à tout, même à ce qui pourrait nous tuer. Nous serions les grenouilles? Demanda la psy. Exact. Et le bocal, notre planète. Imaginez que nous ayons découvert ce matin, sans avertissement aucun, l'extinction massive des espèces animales, l'explosion de la mortalité infantile, l'anéantissement des grandes forêts, la fonte des glaciers, la raréfaction de l'eau potable, les tempêtes, les inondations et les étés qui se transforment en mortelles canicules. N'aurions-nous pas été assez terrorisés pour décider d'agir vite, sans aucun délai? Malheureusement, tout cela a pris des générations, nous permettant de panser les blessures précédentes avant de subir les nouvelles, de nous accoutumer comme des grenouilles dans de l'eau qui se réchauffent doucement, de nous accoutumer jusqu'à en crever. J'ai donc décidé de provoquer un choc, d'ébouillanter les consciences en quelque sorte, d'obliger ceux qui ne voient rien ou ceux qui refusent de voir à quitter le bocal, quitte à leur forcer la main. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce héros, ce Virgile Solal, Olivier? Et même, j'allais dire, de Oui, ces c'est 3 intéressant. personnes, en fait, qui sont dans le dialogue. Oui, ouais, Virgile Solal, donc la psychocriminologue qui est en charge. Bah alors déjà, c'est quoi cette situation? La situation, c'est que Virgile Solal a décidé de répondre par la violence. C'est pas quelque chose que je cautionne, évidemment. J'ai pas été flic pendant 18 ans pour cautionner maintenant la violence. Mais en fait, j'écris ces pages avant qu'elles deviennent réalité et je crée un monstre avant qu'il existe. Parce que je crains vraiment que face à toute inégalité, face à toute injustice, il y a régulièrement la naissance, l'émergence d'un courant, d'une désobéissance ou d'une contre-violence. Et donc, en fait, j'essaye de servir de terminaison nerveuse. Quand vous posez votre main sur une plaque chauffante, la terminaison nerveuse vous demande de l'enlever. Si vous n'avez plus cette terminaison nerveuse, si vous n'avez pas le lanceur d'alerte, eh bien, en fait, on va laisser notre main jusqu'à ce qu'elle soit totalement cramée. Donc voilà, ce Virgile Solal a décidé de répondre par la violence. Et c'est vrai que j'essaye de faire un électrochoc à la manière des contes de Grimm. Les contes de Grimm racontent quand même des choses absolument terribles aux enfants pour les préparer à plusieurs choses, pour les préparer à l'abandon, pour les préparer à l'isolement, pour les préparer à la perte d'un être cher, pour les préparer au divorce des parents, à la trahison, ce qui fait qu'ils sont plus armés, ils sont plus conscients de ce qui pourrait leur arriver plus tard. Et c'est en gros ce que j'ai l'orgueil d'essayer, c'est-à-dire de mettre en avant un personnage, un monstre, avant qu'il nous tombe dessus, parce que je crains réellement qu'il nous tombe dessus. Donc, ce Virgile Solal va décider de répondre par la violence, ce qu'il appelle en fait une contre-violence. Comment dire différemment, comment nommer différemment l'action complice de toutes ces grandes entreprises qui savent très bien qu'avec les énergies fossiles, on va dans le mur, mais qui vont quand même essayer d'aller jusqu'au bout du logiciel des énergies fossiles, de les utiliser jusqu'à la dernière goutte, tout en sachant que notre confort, le confort que ça nous apporte, qui est un confort de production, de consommation, nos fringues, nos téléphones portables, tout ça, notre confort, il se paye dans d'autres pays. Notre bien-vivre, le bien-vivre à la française, notre bien-vivre, tout ce qu'on consomme, eh bien, ça ne se paye pas ici. Nous, on le paye en argent et là-bas, ça se paye en dégradation de la biodiversité, ça se paye par des parcs naturels entiers qui sont flingués, ça se paye par des morts parce que ça crée des guerres.
l'OMS estime qu'il y a 2500 guerres qui sont autour du manque d'eau. Donc voilà, tout ça, tout ce réchauffement, toute cette pollution, ça crée des guerres. Et je ne sais plus du tout où j'en suis. On parlait de Virgile et de son combat. Ouais. Virgile Solal décide de répondre par la violence. Et cette violence commence par donc le kidnapping du PDG de Total. Alors ça se passe en 2022, hein, c'est le successeur de celui d'aujourd'hui. Ça, c'est ce que les 25 avocats m'ont dit de bien dire à chaque interview. Ce n'est pas le PDG d'aujourd'hui, c'est celui de dans 2 ans. Donc ce n'est pas un appel au meurtre. Non. Ni un appel à la violence, c'est une certitude. Et donc, il le kidnappe et il le met dans une cage en verre. Cette cage en verre est reliée à un moteur de voiture. Et tant que son entreprise polluante n'a pas versé une caution, enfin une rançon de 20 milliards d'euros à mettre dans les énergies vertes, tant qu'il n'aura pas la preuve de ce changement vers la transition écologique, eh bien, cet homme restera dans sa cage en verre. Et si Virgile Solal reçoit une fin de non-recevoir, alors il allumera le moteur de la voiture et le gaz d'échappement va rentrer dans la cage et ils n'auront plus que 30 minutes, montre en main, pour sauver le PDG de Total. La question qui se pose dans la violence, c'est une question qui est capitale aujourd'hui. C'est la différence entre la morale et les lois, et c'est la différence entre la justice et ce qui est juste. Déjà, dans Code 93, mon premier bouquin, le capitaine Victor Coste décrivait son boulot comme ça. Il y a ce que le code pénal te dit de faire et il y a ce qui est juste de faire. Mais parfois, ce qui est juste de faire n'est pas dans le code de procédure pénale. Et c'est là, en fonction de la décision que tu vas prendre, qu'on verra le flic que tu es. Et il y avait déjà cette notion de morale et de loi et de justice et de ce qui est juste. En 1980, c'était juste de dénoncer son voisin s'il était homosexuel parce que c'était un délit. En 1980, si on m'avait mis devant cette situation, je n'aurais pas appliqué la loi. Donc voilà, c'est toute la question des baïonnettes intelligentes, qui est un module qu'on apprend depuis quelques années maintenant dans les écoles de police. On ne peut plus dire « j'ai appliqué un ordre ». Pour appliquer un ordre, il faut l'accepter, le comprendre et en assumer les responsabilités. Et on ne peut pas dire « non, c'est quelqu'un d'autre qui m'a donné un ordre, moi j'y suis pour rien ». Donc déjà, il y a une sorte de conscience, il y a une sorte de morale maintenant dans le module de formation des officiers et des flics, qui est justement quelque part en sous-texte de dire que, eh bien, parfois, l'ordre et la loi ne vont peut-être pas dans le bon sens. Alors, je ne dis pas qu'il faut adapter les lois, que chacun adapte les lois à son bon désir, mais qu'il est souvent intéressant de ne pas appliquer bêtement, les yeux fermés, et de savoir si vraiment ce qu'on nous fait faire ou ce qu'on nous dit de faire, ou la société dans laquelle on est, dans notre confort, dans notre surconsommation, est-ce que tout ça est juste? Est-ce qu'on n'a pas un certain changement à faire? Nous, mais nous sommes quand même uniquement responsables, nous les citoyens, d'à peu près 15% des émanations de carbone. Les gens qui doivent changer, ce sont surtout les grandes entreprises, les pétroliers, les entreprises gazières, enfin tout ça, quoi. Voilà, c'est un problème qui est global, c'est un problème qui est même mondial. C'est aujourd'hui qu'on décide comment on va protéger le monde de demain, comment on va protéger nos gosses, en fait. Alors attends, tu disais que on était en 2022 et ça avait l'air important. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Il va falloir que tu écoutes un peu plus, Caroline. Non, mais j'ai entendu qu'il y avait des avocats qui étaient derrière tout ça. C'est que j'ai compris le sujet du livre, ta colère, ton envie d'alerter les gens, en fait, de réveiller les consciences. Mais c'est quoi cette histoire d'avocat, en fait, derrière? Pourquoi oui, ok, c'est pour que ce soit pas le PDG actuel, on a compris que ce soit pas une incitation à la violence. Mais quoi d'autre? C'est vraiment dangereux d'écrire un livre comme celui-ci? Oui, c'est dangereux. Bien sûr que c'est dangereux. C'est dangereux parce que c'est très dur de nommer les choses. C'est un risque qu'on prend. Enfin, moi, j'en prends pas beaucoup. C'est surtout Michel Lafon, mon éditeur, qui en prend. Mais oui, c'est un risque de nommer les gens parce que c'est une manière de montrer du doigt. C'est pour ça que dans mon roman, si je kidnappe le patron de Total, l'introduction, ça se passe dans le delta du Niger, où on va découvrir un endroit qui est maintenant, à cause de la pollution, totalement impropre à la vie. C'est-à-dire que tous les poissons sont crevés, tout ce qui sort de la terre est mort. Il y a des pluies acides qui grignotent la peau des pauvres habitants. Et là, c'est Shell. C'est Shell qui est mis en cause. Et quand je parle de la Société Générale, je mets aussi en cause la BNP aussi. Donc en fait,
c'est un peu difficile de montrer du doigt une seule personne quand on sait en fait que c'est un maillage vraiment, vraiment complexe de milliers d'entreprises, que ce soit l'entreprise de l'aéronautique, que ce soit l'entreprise du numérique, que ce soit l'entreprise de la mode, que ce soit l'industrie de la mode, que ce soit… c'est absolument tout. En fait, tout ce qu'on produit nécessite de l'énergie et notre énergie est à 80% fossile. Donc, montrer du doigt uniquement Total et la Société Générale, c'est vrai que c'est un peu accusatoire et c'est vrai que prise séparément, tu peux pas dire d'un termite qu'elle est responsable de l'effondrement d'une maison. C'est un peu tout. Mais je ne pouvais pas non plus mettre absolument toutes les entreprises et toutes les pointer du doigt. C'est pour ça que je me suis dit, OK, d'accord, on cite des entreprises, mais on ne va pas non plus citer des personnes, parce qu'effectivement, on pourrait ressentir ça comme un appel à la violence ou un appel au meurtre. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre ça en 2022, pour bien comprendre que ce ne sont pas seulement les hommes que je pointe du doigt, mais la totalité de l'organisation de l'entreprise. Donc voilà pourquoi ça se passe en 2022, parce que ça me donne aussi l'autorisation, en ne mettant pas en danger les représentants actuels, d'au moins pointer du doigt les entreprises. Alors c'était un sujet qui a été assez compliqué. Est-ce qu'on nomme les entreprises ou est-ce qu'on donne un nom qui ressemble? Je trouvais que c'était un peu tiède de ne pas nommer les entreprises, mais c'est surtout que… Alors, le parallèle est un peu compliqué, mais quand on empêche quelqu'un de faire un dessin, et vous aurez tous compris de quoi on parle, alors on instille une certaine terreur. Si tu fais ce dessin, je te tuerai. Et donc, on ne fait pas le dessin et c'est de la terreur. Et si moi, on me dit, si tu nommes ces entreprises, on va tellement t'écraser par les procès que tu devras retirer ton bouquin, alors on est aussi dans la terreur. C'est-à-dire que si aujourd'hui, alors qu'on sait très bien qu'il y a des dizaines de millions de morts par an à cause de notre dépendance aux énergies fossiles, on ne peut même pas, ne serait-ce que nommer ces entreprises, alors comment on peut combattre quelque chose qu'on ne peut pas nommer? Donc c'est cette tiédeur que j'ai voulu refuser. Et en nommant ces entreprises, évidemment, on se met en danger. Mais je me dis aussi que dans quelle société on vivrait si on ne pouvait pas, ne serait-ce que nommer des entreprises. Alors c'est un pari qu'on a fait avec les éditions Michel Lafon. C'est surtout le pari de la communication. Et c'est ça qui est super important et c'est ça qui est intéressant. C'est que Virgile Solal, mon activiste, c'est pas un illuminé, c'est pas un cinglé qui veut que tout devienne, tout passe aux énergies vertes dès demain. Il dit 3 choses qui sont assez surprenantes pour un activiste écologiste. Il dit que 1, on ne pourra pas changer les choses sans les grandes entreprises. Elles sont installées, elles sont là. Comment faire sans elles? On ne peut pas les anéantir et passer à autre chose. C'est le logiciel économique qu'il faudrait changer, c'est très compliqué. On ne pourra pas non plus avancer sans aujourd'hui un système économique qui est le capital, qui est sûrement très inégalitaire à cause du manque de redistribution des richesses et à cause de l'absence de ruissellement. Mais on va en avoir besoin parce que pour l'instant, c'est le système peut-être vraiment pas parfait, mais c'est le système qui fonctionne. Et si on veut s'attaquer à ce système, il faut d'abord le faire, mais une fois que notre habitat sera protégé. Donc, il dit qu'il faut bosser avec les grandes entreprises, ce qui est surprenant. Il dit qu'il faut utiliser le capital pour après peut-être le changer, le modifier. Et il dit surtout quelque chose d'incroyable. Il dit que les énergies vertes, aujourd'hui, ne sont pas prêtes. Il n'y a aucune énergie verte qui est prête. Les éoliennes, en fait, de par la construction, la mise en place et puis l'absence d'un vent constant fait que ce n'est pas une énergie verte qui fonctionne. Les panneaux photovoltaïques, ils sont tout simplement recouverts du sang des gamins qui vont les chercher dans les mines. Et puis, c'est surtout que les métaux rares, au bout d'un moment, on ne va plus en avoir du tout et que c'est certains pays, certaines nations qui en ont le monopole. Donc, à un moment donné, il faudra leur demander la permission de changer d'ordinateur ou de téléphone et ça va être catastrophique. Pour les voitures électriques, on ne sait pas comment recycler les batteries. Pour le nucléaire, on ne sait pas comment recycler les déchets. Ce qui fait qu'aujourd'hui même, on parle de transition écologique, mais les seuls qui s'y intéressent, ce sont des citoyens, ce sont des particuliers. On a par exemple Aurélien Barraud, qui lui est astrophysicien au CNRS et aussi docteur en philosophie, qui imagine le monde de demain et qui nous fournit une magnifique boîte à outils dans son bouquin « Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité ». On a des gens comme Bertrand Piccard, qui est pas le commandant du vaisseau de Star Trek, mais qui est bien le mec qui a fait Solar Impulse Project. Et donc, lui, il a trouvé peut-être une manière de garder les énergies vertes créées, de les stocker dans des mines de sel. Et ça, c'est vraiment une réponse pour demain, parce que notre vrai problème, c'est qu'on ne sait pas stocker les énergies vertes.
Il y a un étudiant, il y a un ingénieur incroyable qui a inventé le projet Abondance, qui est donc l'inondation d'une vallée entre la France et la Suisse et qui permettrait d'avoir 100% d'énergie verte. Mais là aussi, c'est un citoyen. On a une jeune femme qui s'appelle Eva Sadoun, qui a fait un système d'investissement uniquement dans des entreprises qui sont des entreprises vertes, qui sont des entreprises à zéro carbone. Parce qu'il faut voir, ce qui est incroyable, c'est que l'épargne des Français, c'est 5 000 milliards d'euros. Donc, à nous-mêmes, nous seuls, sans le gouvernement, sans la justice, sans personne, on pourrait faire changer les choses. Mais ces réponses qu'on ne trouve pas ni dans le gouvernement, ni dans la protection de la justice, elles sont aussi chez les citoyens. Donc, je ne sais pas du tout où je voulais en venir, mais je trouve que c'était vachement intéressant. Dans le chat, tout le monde dit qu'on vote Norek en 2022. Est-ce que tu as déjà pensé à faire de la politique? Parce que c'est vrai qu'on est nombreux à avoir exactement le même ressenti que toi, à avoir envie de faire bouger les choses. Est-ce que tu créerais un parti politique dans lequel tu aurais tous tes fans qui pourraient te soutenir et être avec toi? Est-ce que tu y as déjà pensé ou pas? Alors, agir surtout. Ton livre, hein. Alors non, j'y ai pas pensé. En tout cas, si, j'y ai pensé une fois comme ça. Oh, j'y pense en me rasant le matin. Non, j'y ai pensé. Quand j'ai vu la catastrophique débandade de notre cher Nicolas Hulot. On peut penser ce qu'on veut de lui, vraiment, et j'ai mon opinion. Il y a une seule chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est qu'il a débarqué dans ce gouvernement avec la volonté d'aller vers une transition écologique, la volonté d'avancer, la volonté de changer. Et il n'a pas tenu bien longtemps, le pauvre. Alors après lui, on a mis Brune Poirson. Brune Poirson, c'est ma préférée. On a mis à l'écologie, à la tête de notre État, à l'écologie, on a mis une femme qui est titulaire du prix Pinocchio. Le prix Pinocchio, c'est un prix qui est décerné par des ONG écologistes et donc qui est décerné à la personne dont le discours va à l'encontre même et les actions vont à l'encontre même de l'écologie. Elle était chez Veolia. Et chez Veolia, en Inde, elle a privatisé l'eau et il y a eu des émeutes de population. Même la politique était contre Veolia. Les prix de l'eau ont crevé le plafond, ce qui fait que les gens avaient moins d'eau que quand elle a commencé à agir. Donc, elle a eu le prix Pinocchio et c'est elle qu'on a décidé de mettre à la transition écologique. Je trouve ça assez fabuleux. Et là, aujourd'hui, on a Barbara Pompili. Barbara Pompili, ne jugeons pas les gens avec moins de 3 minutes et demie au gouvernement. Mais la première chose qu'elle a reçue, la pauvre, c'est le retour des néonicotinoïdes et le retour du glyphosate. Donc, c'est un peu dur. Donc, en fait, ce que je crois comprendre, c'est que dès qu'on se met dans cette politique-là, dès qu'on se met dans le carcan politique, eh bien, obligatoirement, on a tellement de pression, on a tellement Alors, on propose quelque chose, mais on nous dit, mais voilà, ça, ce serait intéressant, mais ici, c'est pas possible, ici, c'est pas possible, ici, on a un lobby qui nous dit non, ici, on va énerver tel pays, ici, c'est pas bon pour l'Europe. Et donc, résultat, à cause de ce carcan politique et à cause du fait que je ne pense pas que la solution vienne de la politique, mais elle viendra des citoyens et des initiatives citoyennes, je ne pense pas que… Président. Pardon? Non, c'est bon. Il y a un petit bug, mais tout va bien. J'ai entendu président. Je ne pense pas que justement, en se mettant cet uniforme aussi lourd qui est celui de l'uniforme de l'homme politique, on puisse réellement changer les choses. Les GAFA aujourd'hui ont plus de puissance que les pays. Si on a un gouvernement qui n'est même pas capable de faire payer les impôts aux entreprises étrangères qui viennent bosser chez nous et générer des millions ou des milliards, comment voulez-vous qu'elles rentrent dans l'entreprise, qu'elles regardent leur consommation carbone ou leur manière de créer ou de consommer, si elles ne sont même pas capables de faire payer ce que nous on paye tous les mois, tous les ans, nos impôts, si on n'est même pas capable de leur faire payer des impôts en France, comment on va aller à l'intérieur de leur système de production pour leur dire ne prenez pas cette énergie, n'allez pas vers ça, ayez une politique de neutralité carbone. Je pense, et je crois que c'est une phrase de Fred Vargas que j'aime beaucoup. Évidemment, quel auteur de polar n'aime pas Fred Vargas? Je crois que c'est une phrase de Fred Vargas qui dit que les gouvernements ne sont que les syndics des grandes entreprises. Et malheureusement, je crois que c'est la vérité. Alors, pessimiste ou optimiste dans le sens où il suffirait qu'on se mette tous ensemble pour faire peut-être bouger des choses? Je suis totalement optimiste. Totalement optimiste parce que déjà, on n'a pas le choix. J'aime pas trop les collapsologues qui vous disent que tout est foutu. Si tout est foutu, eh ben alors achète un 4x4, 2 Hummer,
14 téléphones portables, reste chez toi, regarde la télévision, consomme, mange, aime et meurt. Mais si on est collapsologue, alors au bout d'un moment, on dit bah, si c'est la fin du monde, alors c'est la fin du monde, ne faisons rien. Non, j'ai encore cet optimisme, et d'ailleurs, il y a de l'optimisme dans mon roman, un peu, et c'est nécessaire parce que alors si on n'y croit plus, alors on n'agit plus. Et donc oui, optimisme parce qu'il le faut. Alors moi, j'avais une question, Olivier, parce que dans ton bouquin, à la fin, il y a 20 pages de références. C'est extrêmement bien documenté. Je voulais savoir si tu t'es toujours senti concerné ou si tu t'es extrêmement documenté à l'occasion de l'écriture de ce roman. Alors, je me suis toujours senti concerné, mais je suis concerné comme tout un chacun. C'est-à-dire que je me suis senti concerné et je me suis un peu contenté, malheureusement, des chapeaux, des titres, des grands titres. Et en fait, je n'avais pas vraiment gratté. Ce qui fait que pendant 1 an et demi, vraiment intéressé au sujet. Et j'ai vu qu'évidemment, il était éminemment plus complexe que ce que je pensais. J'étais le premier à dire oui, il faut aller vers les énergies vertes, oui, il faut aller vers un monde de demain plus vert. Et puis quand tu grattes un peu, tu réalises qu'il n'y en a aucune qui est prête. Et qu'aujourd'hui, c'est pas investir dans les énergies vertes qu'on connaît, mais ce qu'il faut, c'est investir dans une fondation pour la recherche sur les énergies vertes. Ce qui est incroyable, c'est que alors que ça devrait être le job de notre gouvernement, alors qu'il devrait financer de tels projets, eh bien, on se retrouve en fait avec des labos privés comme aujourd'hui à Stein, où il y a un laboratoire pour demain. Ils ont déjà fait 250 projets. Ils travaillent jour et nuit à essayer de réfléchir aux énergies de demain. Donc, la question c'était… Oui, les 25 pages les 20 pages de référence. Parce que c'est impressionnant quand même. Et effectivement, si on veut en savoir plus, on peut creuser. Je veux dire, on peut aller au-delà. Il y a 2 lectures. Il y a une lecture ludique, prenez du plaisir, lisez ce bouquin. Et puis il y a une lecture plus consciente où vous réalisez à la fin que tout ce qui a été dit dans le livre n'est que la vérité, même si ça a pu vous choquer, même si vous avez pu penser que je caricaturais. En fait, j'ai à aucun moment caricaturé la moindre situation. Mais ce qui est important, c'est que ce ne soit pas une lecture uniquement ludique, et puis une lecture qui, quand on referme le livre, nous amène juste à aller lire un autre livre. Je voulais que toutes les informations, un peu comme dans Entre deux mondes, toutes les informations qui sont à l'intérieur, tous les arguments sont vrais, vérifiés et contre-vérifiés, comme devrait le faire n'importe quel journaliste. Ce qui fait qu'à la fin du roman, vous pouvez utiliser tout ce que vous avez appris comme une boîte à outils et pour en parler aussi autour de vous et argumenter dans une conversation sans être obligé évidemment de parler de mon livre, faites-le parler de mon livre, mais sans être obligé de parler de mon livre, vous pouvez utiliser ces arguments dans une conversation parce que ces arguments sont bons, sont vérifiés par une armée d'avocats, sont vérifiés par moi depuis 1 an et demi et je travaille encore tous les jours, je passe 1 heure et demie à démystifier et à regarder toutes les promesses des grandes entreprises, du gouvernement pour vérifier si effectivement ça va dans le bon sens et désolé de vous le dire, ça ne va pas dans le bon sens. Ça ne va pas dans le bon sens, il suffit de regarder un tout petit indice. C'est le sujet le plus important de l'humanité, c'est l'écologie. Comment on va réussir à ne pas flinguer notre habitat et comment on va offrir un demain à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Eh bien, ce sujet, le plus important de l'humanité, du monde, il a été laissé à 150 citoyens. Je leur en veux absolument pas à ces 150 citoyens et je sais très très bien qu'ils ont fait un travail probablement formidable, qu'ils y ont travaillé des jours et des nuits avec à cœur de vouloir changer les choses. Et eux, vraiment, je les remercie de tout ce travail et de ce qu'ils ont essayé de faire pour nous. Je me pose juste la question. Si j'ai envie d'avoir une bonne baguette de pain, je vais chez mon boulanger. Si je dois être opéré du cœur, je vais voir un chirurgien thoracique, un chirurgien cardiaque, un cardiologue, pardon. Si je veux faire réparer ma bagnole, je vais chez un garagiste. Mais pour changer l'humanité et la sauver, on va prendre 150 personnes au hasard et on va leur demander de nous donner les réponses pour demain. J'ai l'impression en fait qu'on nous offre le débat pour nous enlever la parole. Ces 150 citoyens, ils sont certainement très bons et très impliqués, mais pourquoi on n'a pas mis un climatologue, un biologiste, des scientifiques, un philosophe, un sociologue, des historiens des civilisations, un biologiste marin, un climato-sceptique, un collapsologue s'il le faut, on s'en fout. Mais des gens qui ont bossé pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans sur ce sujet et dont on va retirer la substantifique moelle de leurs 50 ans de travail pour les mettre dans un rapport qui pourrait nous offrir les solutions de demain.
C'est-à-dire qu'on a demandé à des gens dont c'est absolument pas le travail de nous sauver la vie. C'est quand même incroyable. Je m'emballe un peu, là, je le remarque. Je vois le niveau de mon volume qui tape. Alors, merci à ces 150 citoyens qui ont déjà écrit une lettre au président en se disant on ne comprend pas trop, vous ne nous répondez pas. Et le président a répondu ouais, désolé, je vous avais promis que je vous répondrais, mais en fait, je vous répondrai peut-être un peu plus tard, d'ici quelques mois. Ça y est, on est déjà en train de repousser leur travail. Alors déjà qu'ils ont fait de leur mieux, alors que ce n'était pas leur taf, on est déjà en train de repousser la prise en compte de leur rapport, mais c'est surtout que je ne vois pas comment ce rapport peut être meilleur que le rapport qui nous aurait été fourni par 150 personnes dont c'est le métier depuis le début. Et c'est ça qui est fou, c'est ça qui me met en colère. On laisse notre avenir à des gens dont ce n'est pas le boulot. Ils ont fait comme ils ont pu, ils l'ont sûrement très très bien fait, mais en tout cas, ils ont une sacrée responsabilité, les pauvres. Je me suis un peu emballé, hein, désolé. Non, mais on t'écoute, c'est passionnant ce que tu nous racontes. Est-ce qu'on passerait au deuxième extrait parce que j'allais dire, on a parlé donc de Virgile Solal, et puis on n'a pas encore parlé de ce duo-là, de flics et de psychocriminologues, que sont Nathan et Diane. Ouais. Non, mais vas-y, on va lire le... l'extrait et après tu nous en parles. Ouais. Ah, c'est pas moi qui lis l'extrait. Hein. C'est bon. Non, c'est pas toi. Alors, non, je le lis. Je précise juste qu'il y a, donc il y a Diane et Nathan qui sont chez la femme de Virgile Solal. Alors, sur la table reposait un livre fermé dont ce qui lui servait de marque-page dépassait à peine. Diane reconnut le gris bleu et blanc d'une échographie, écornée d'avoir été trop manipulée. Elle imagina les espoirs qu'elle avait provoqués, l'adoration qu'elle avait fait naître, devenu aujourd'hui le vide insupportable d'une famille qui n'existerait pas. D'un signe de tête, Diane indiqua à Nathan qu'elle reprenait la main. Le flic y allait trop frontalement avec cette femme qui, selon toute vraisemblance, soutenait sans réserve l'homme qu'elle aimait. « Je ne suis là que pour essayer de comprendre Virgile, confia la psy. Nous sommes à un moment où l'on peut encore éviter le pire, si seulement j'arrive à lui parler, à le convaincre. » Laura tira doucement sur la chaîne qu'elle portait à son cou, jusqu'à ce qu'une médaille s'échappe du col de son pull. Une Vierge Marie qu'elle caressa au bout des doigts. « Le pire nous est déjà arrivé, assura-t-elle, et la suite, je l'attends avec impatience. » Alors, je crois que je n'arrive pas à couper la projection de mon écran, mais ça va venir. Olivier, tu peux nous parler de ces deux personnages, Diane et Nathan, s'il te plaît? Oui, en fait, c'est un kaléidoscope. Normalement, il y a un assassin et c'est un flic qui va poursuivre cet assassin. Là, cet assassin, il n'a pas de visage. Cet assassin, c'est l'ensemble des grandes industries polluantes qui avancent toujours pied au plancher sans réellement penser à demain et juste en pensant aux bénéfices, aux bénéfices et aux bénéfices. Donc, Virgile Solal, c'est un homme en colère qui va décider de devenir criminel pour combattre ces monstres. Donc, ce n'est pas un assassin qui est poursuivi par un flic, mais c'est littéralement un homme qui décide d'être criminel et qui va poursuivre ces monstres. Et en face d'eux, il y a Nathan Modis. Nathan Modis, c'est donc le policier qui est chargé de l'interpeller. Et Diane Meyer, qui est psychocriminologue et qui est chargée de le comprendre et de le dissuader. Et au fur et à mesure des conversations qu'ils vont avoir avec Virgile Solal, leur opinion, leur manière de voir les choses, leur implication, leur morale va être mise à rude épreuve et ils vont évoluer, ils vont changer, ils vont mûrir. Et en fait, Nathan Modis, c'est la psychocriminologue, c'est le lecteur. C'est le lecteur et c'est moi aussi. Parce que quand j'ai commencé ce livre, quand j'ai commencé l'écriture, que j'ai commencé au début du confinement, eh bien, j'en savais autant que le lecteur. Ce qui fait que le livre n'est pas professoral ou docte, moralisateur. C'est qu'à la fin de ce bouquin-là, vous en saurez exactement autant que moi. Donc, on est ensemble, on avance ensemble. Et Diane Meyer et Nathan Modis, c'est tout simplement le lecteur. Et en face de cette psychocriminologue et de ce flic, eh bien, il y a la société. La société qui regarde comme ces deux personnes vont regarder à travers un écran interposé l'évolution de Virgile Solal. Et à la fin, la société est amenée, la société française, européenne et puis mondiale après, elle est amenée à faire un choix. Et ce choix, c'est le choix aussi qui est offert au lecteur. De quel côté je me situe? Est-ce que je me situe
avec ou contre Virgile Solal. Et au fur et à mesure, Virgile Solal, qui pensait devoir mener ce combat tout seul, va se retrouver à la tête d'une armée. Et comme son logo, le logo de son groupe, qui s'appelle Gris Noir, est un petit panda avec balafré d'une trace de sang, eh bien, au début, Virgile Solal pensait qu'il allait être seul et il se retrouve à la tête d'une armée de pandas belliqueux qui sont donc avec lui et prêts tous à risquer leur vie pour ce combat. Bah, c'est vrai qu'on est tous dans la team. Enfin, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas encore lu puisque le livre sort demain, mais pour tous ceux qui l'ont lu comme moi, on est dans la team Virgile en fait. Oui, mais attention, vous êtes dans la team Virgile parce que ce qu'il dit est vrai, parce que ce qu'il dit est sensé, parce que l'urgence et la catastrophe dont il parle, elle est bien visible. Alors, ça c'est terrible, elle n'est pas visible chez nous en Europe, les résultats se voient dans les autres pays et sur les autres… Elle est palpable en tout cas déjà. Pardon ? Elle est palpable en tout cas oui, déjà. Bien sûr, oui, elle est palpable. Mais, oh là là, mon Dieu, quel poisson rouge je suis, c'est pas possible. Tu disais attention d'être dans la team Virgile. Oui, attention d'être dans la team de Virgile Solal parce que vous pouvez être d'accord sur son discours et c'est quand même assez difficile de ne pas être d'accord avec Virgile Solal. Ouais. Par contre, Virgile Solal, il va jusqu'au crime, ouais. Il va jusqu'au meurtre, il va jusqu'au bout. Est-ce que c'est vraiment ça dont on a envie? Tu sais, vous savez, madame, il paraît qu'il faut qu'on se vous voit quand même. Vous savez, madame, à un moment donné, je me suis dit, il a raison, Virgile Solal. Oui, il a raison, parce qu'à un moment donné, c'est pas lui le méchant. La violence, c'est juste une contre-violence. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faudra pas aller jusque-là? Et je me pose la question. Et puis un jour, je vois un professeur allongé par terre sur des photos floues et mal cadrées, et je suis en face de la mort. Et je me dis que évidemment, les combats n'ont strictement rien à voir. Il y a d'un côté une erreur, il y a d'un côté quelque chose d'impardonnable. Mais est-ce que justement, aller jusqu'au bout, aller jusqu'au meurtre, est-ce que ce n'est pas déjà impardonnable? On voit souvent à la télé des assassins magnifiques et merveilleux. Il passe à côté du type, il lui tire 2 balles dans le coffre, dans le buffet, et puis il sort une punchline. Tiens, voilà des pruneaux, tu te feras une tarte. Et c'est super cool parce que voilà, on tue des gens et puis tuer, c'est pas si grave. Et puis je deviens flic. Et j'ai en face de moi des gens qui ont tué. Je rencontre des meurtriers. Ce que normalement personne ne fait. Dans mon métier de policier, je rencontre des gens qui ont tué, qui ont fait le tabou suprême, pardon, putain la vache. Le tabou suprême, oui, 44 minutes à parler tout seul, on dit des bêtises, hein, pardon. Le tabou suprême de l'acte homicidaire. Enlever une vie. Et je n'ai jamais vu d'assassin magnifique, de criminel fier de lui. J'ai toujours vu des gens assis sur leur chaise, la tête baissée, complètement vidés de toute énergie parce qu'ils ont tué. Il n'y a pas de gagnant dans les guerres et il n'y a pas de criminel ni d'assassin magnifique. Aller jusque-là, c'est justement ce que je crains. Et parce que je le crains, je le mets en avant et je l'invente. Et je préfère inventer ça maintenant, avant d'y faire face. Mais est-ce qu'on peut vraiment être dans la team Virgile Solal? À un moment donné, on s'est demandé si, à la fin du bouquin, on n'allait pas mettre un petit masque de panda pour que les gens puissent utiliser un masque de panda. Et moi, j'ai dit immédiatement, non, rappelez-vous que Virgile Solal est un assassin. Donc, on ne peut pas faire ça. C'est pas possible d'être avec lui. C'est possible de le soutenir, c'est possible de l'aimer, c'est possible de le comprendre. Mais est-ce qu'on va devoir arriver jusque-là? Alors moi, je pense réellement qu'un jour, ça va arriver. Mais est-ce qu'à ce moment-là, je soutiendrai ça? Et après, parallèlement, je me dis, mais d'un autre côté, mince, cette peine de mort, elle a bien été décidée par ces entreprises. À un moment donné, ces entreprises, quand elles décident de mettre 20 milliards de dollars sur un projet gazier au Mozambique ou de mettre 20 milliards de dollars sur un projet gazier en Arctique, à un moment donné, ils sont dans leur bureau, dans leur petit fauteuil confortable et dans leur costume, ils le signent bien, ce contrat avec les pays. Ils le signent bien, ce contrat, où on va encore rajouter de l'énergie fossile. Et en le signant, c'est impossible qu'ils ne sachent pas qu'ils vont créer des conflits, qu'ils vont créer des guerres, qu'ils vont créer des centaines de milliers de personnes à déplacer et à mettre dans des bidonvilles. C'est impossible qu'ils ne sachent pas que c'est des biodiversités entières qu'ils vont flinguer. C'est impossible qu'ils ne soient pas au courant déjà que le Groenland, maintenant, si vous voulez avoir des photos du Groenland en entier, il faut aller voir des photos d'INA, il faut aller voir des photos d'avant. C'est impossible qu'ils ne sachent pas que demain, nos enfants
Il faudra leur montrer des photos d'époque pour leur montrer le Groenland. Donc, quand ils signent ces choses-là, ils savent très bien que l'argent, ici, qu'ils vont récupérer, se traduit par des morts. Alors, c'est vrai, on se dit, non, on ne peut pas être pour Virgile Solal, on ne peut pas se dire qu'on est avec lui parce qu'il tue une personne. Mais je me fais l'avocat du diable aussi. Je me dis que oui, il tue une personne, mais en face, ce sont des dizaines de millions de personnes qui crèvent. Alors, je n'ai pas de réponse. Ma morale de policier, ma morale de citoyen m'empêche d'aller jusque-là. Mais, alors, je veux une question de mon petit Bastien Cohen, c'est mon petit neveu, je l'aime tellement. Elle a disparu, je ne peux pas y répondre. Mais à un moment donné, oui. Est-ce qu'on continuera à avoir assez de morale pour ne pas aller jusque-là? Et est-ce qu'on réussira à trouver les armes pour se défendre qui ne seront pas des armes létales? C'est compliqué. D'un côté, il y a des dizaines de millions de morts et on est là, un petit peu de manière peureuse, à se dire oui, mais est-ce qu'on peut être complice d'une mort? C'est totalement déséquilibré. Et pourtant, en tant que citoyen et en tant que policier, j'arrive toujours pas à passer ce stade-là. C'est compliqué. C'est compliqué. Moi, ce qui m'a glacé justement dans ton livre, et d'ailleurs tu venais d'en parler, c'est le pouvoir qu'ont les riches en fait de pouvoir fuir au moment où la planète va vraiment être encore plus en mauvais état. Et je suis allée vérifier, t'as dit, on en avait parlé ensemble parce que tu parles de bunkers qui sont déjà achetés, tout est déjà acheté d'ailleurs. Et c'est vrai que de se dire que ces gens-là arrivent à se regarder dans la glace le matin, moi je trouve ça tellement inconcevable. J'arrive pas à effectivement les mettre en parallèle à des gens comme nous, à des êtres humains. C'est plus des êtres humains quand à ce moment-là de ta vie, tu arrives à occulter effectivement ces millions de morts que tu sais que ton entreprise va provoquer. C'est complètement incroyable en fait. Et c'est un petit peu fou dans ton livre, c'est qu'on se dit mais comment font-ils? Oui, c'est ça. En fait, la question, elle est posée directement par Virgile Solal à ces personnes. Ne serait-ce que la pollution atmosphérique, c'est 9 millions de morts par an. Ça fait en gros 25 000 morts par jour. Et quand vous signez un nouveau projet pétrolier, gazier, quand on fait semblant en France de dire stop au gaz de schiste parce que ça fait trop d'émissions carbone, mais bon, c'est pas grave, on va l'acheter aux États-Unis, comme si les frontières, comme si la pollution respectait les frontières. À un moment donné, on sait ce que vaut une signature en bas du contrat. Et la question que pose Virgile Solal, c'est comment vous faites pour vous regarder dans une glace, mais surtout les gens qui sont autour de vous, votre femme, vos enfants ou votre mari, comment font-ils pour vous aimer encore? En gros, comment peut-on vous aimer? Comment peut-on ne pas vous haïr? Et c'est la question qui se pose, oui. C'est la question qui se pose En tout cas, moi, j'aimerais... Alors, je sais qu'ils sont multimillionnaires et qu'ils vont toujours trouver une fusée spatiale pour se barrer, un bunker pour se cacher, une planète B ou alors un endroit quelque part dans le monde qui ne sera pas trop impacté. Mais comment ils font pour concevoir cette vie-là? Alors oui, ils auront la chance de s'en sortir. Oui, ils ont un compte bancaire avec des tas de zéros et tout va bien pour eux. Mais pour rien au monde, pour absolument rien au monde, je voudrais être à leur place. Pour rien au monde, je voudrais avoir le poids de la culpabilité de leurs actes et je voudrais avoir cette morale qu'ils ont mis de côté un jour en se disant c'est d'abord l'argent et on verra ensuite pour les hommes. Alors attends, il y avait une question intéressante dans le chat aussi, Olivier. Il y a plein de questions, mais on ne peut pas tout relayer. C'est terrible, c'est terrible. Ce que je ferai, c'est que je ferai un copier-coller de tous les échanges dans le chat, comme ça tu pourras les lire tranquillement. La question c'était comment tu te sens en fait après l'écriture d'un livre pareil? Est-ce que tu es vidé, épuisé, en colère? Et quand tu as mis toutes tes tripes dans ce genre d'écrit, comment ensuite tu trouves l'énergie nécessaire pour un autre sujet ou pour aller de l'avant en fait? Alors il y a 3 questions dans ta question. La première c'est est-ce que je me sens vidé? Non, pas du tout. Je me sens rechargé d'énergie. Je suis vraiment prêt à aller partout où je pourrais débattre sur ce sujet, tout simplement parce que je suis beaucoup plus léger en ayant écrit ce livre-là. Tu sais, souvent, on me demandait, quand j'étais flic, on me disait « mais comment tu fais pour voir l'horreur du quotidien, pour voir le drame des gens constamment, pour voir les injustices ?» Quand tu es policier, en fait, tu peux agir sur ces injustices. Tu peux agir sur les catastrophes et les drames qui arrivent aux gens. Et parce que tu peux agir, alors tu te sens moins lourd parce que tu dis que
tu fais quelque chose pour l'autre. Et puis après, je suis devenu citoyen en devenant romancier. Et les injustices et les drames qui arrivent aux autres, je ne peux plus rien faire. Et c'est terrible, en fait, de ne pas pouvoir faire. Donc, la position du flic, en fait, elle est beaucoup plus facile parce que tous les matins, on se lève en se disant « Je vais peut-être pouvoir faire quelque chose pour une personne sur la planète, mais ça va valoir le coup. Je vais peut-être pouvoir aider une personne, je vais peut-être pouvoir rendre justice ou participer à la justice, parce que c'est les tribunaux qui font ça, mais je vais pouvoir peut-être participer à l'émergence de la vérité et pouvoir offrir la justice à quelqu'un. » C'est la même chose pour le sujet de l'écologie. On est quand même beaucoup plus heureux et beaucoup plus léger de se dire qu'on fait quelque chose, qu'on agit, qu'on essaye de mettre sa pierre ou alors son petit gravier à l'édifice. Et donc oui, moi ça me remplit d'énergie, ça me remplit de force. Ça, c'était pour ta première question. Et la deuxième question, c'était, parce que j'ai de la suite dans les idées, ça me surprend de m'en souvenir. La deuxième question, c'est comment on passe à un autre bouquin. C'est bon. Et donc, je vais faire exactement comme pour Entre deux mondes. Entre deux mondes, la question qui a été posée, c'était une enquête de police dans la jungle de Calais. Et en sous-texte, c'était voilà, comment la France a accueilli 10 000 migrants et comment la France gère le mouvement migratoire. Comme j'ai vécu dans la jungle de Calais pendant quelques semaines et que j'ai été responsable et que j'ai été aussi celui qui allait apporter les histoires de ces gens qui m'ont fait l'honneur de me les offrir, c'est vrai que j'ai terminé ce livre-là un peu lourd, mais toujours rempli d'énergie, mais qu'après, c'est difficile de repartir sur un roman qui est à nouveau un roman sociopolitique, à nouveau un roman lourd de sens, chargé d'un message fort. Donc, j'ai écrit Surface, qui est l'histoire de cette flic qui va enquêter à la campagne. Bon, mais même là, je me suis dit, non, mais je ne peux pas raconter que ça, c'est pas possible. Donc, j'ai raconté l'histoire d'une reconstruction, l'histoire d'une femme qui devient sublime, pas par sa surface, d'une femme à qui on enlève généralement la seule chose qu'on laisse, c'est-à-dire la féminité. Eh bien, on enlève cette féminité de surface et on tombe amoureux d'elle, malgré son visage défiguré, on tombe amoureux d'elle parce qu'elle est forte, parce qu'elle est puissante, parce qu'elle est intelligente, parce qu'elle est pleine d'abnégation, parce qu'elle est magnifique. On tombe amoureux d'elle pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle représente. Et donc, il a fallu quand même que je me colle un petit truc en plus, sortir du cadre, parce que j'ai vraiment toujours besoin d'un moteur pour raconter une histoire. Mais c'est vrai que c'était un roman un peu plus simple qu'Entre deux mondes. Là, je termine Impact et je sais que je vais aller chercher ailleurs un roman policier, comme on aime les lire, un roman qui est peut-être uniquement un roman de plaisir, mais ça me permet de recharger aussi les accus pour trouver mon nouveau cheval de bataille. Mais vous savez, des chevaux de bataille, j'en ai pas 14 en fait. Hein. J'avais le mouvement migratoire, parce que c'est l'histoire de mon grand-père et c'est l'histoire de ma famille. Et puis j'avais cette colère en face de l'inaction, face à la dégradation lente, mais certaine, de là où on habite. C'est-à-dire que la maison est en train de brûler et on n'a toujours pas appelé les pompiers, c'est complètement dingue. Donc voilà, des sujets qui me mettent terriblement en colère, j'en ai pas tant que ça. Donc voilà, vous attendez pas à ce que tous les 3 ans, je trouve un truc comme ça, un cheval de bataille. Malheureusement, je pense que si je fais semblant d'embrasser une cause, le lecteur va le sentir. Parce que déjà, j'ai beaucoup de mal à mentir quand j'écris. Déjà, je n'arrive pas à écrire si j'ai pas un moteur honnête. Et puis le lecteur, vous savez, quand on écrit un bouquin, ça nous prend 2 ans. Et pendant ce temps-là, le lecteur, lui, il en a lu 30 ou 40 des bouquins. Ce qui fait qu'on ne joue pas avec le lecteur, on ne lui ment pas, on ne fait pas semblant avec le lecteur parce que très, très rapidement, il va sentir si vous avez mis un costume qui ne vous va pas et un masque pour faire semblant. Donc voilà, respecter le lecteur, c'est aussi me respecter moi. Et si je dois après écrire que de simples romans policiers, je l'ai fait ça, je le fais jamais. Si je dois écrire que de simples romans policiers, c'est pas bien grave parce que j'adore ça. Mais qui sait ce que l'avenir nous réserve et qui sait si je ne vais pas être en colère encore dans 1 mois ou 2. Mais pour l'instant, non, j'ai déjà un autre polar en tête, je sais à peu près où il va se passer, mais je ne suis pas encore sorti du cadre. Ce qui fait que j'ai juste une histoire d'enquête et j'essaie de trouver le petit truc qui fera que ce livre est différent. C'était ma prochaine question, justement. Je voulais savoir, enfin moi je le sais, mais je voulais savoir si tu voulais nous dire si tu étais déjà dans un nouveau projet. Ouais, je suis dans un nouveau projet, dans un endroit sur lequel on n'a jamais écrit, avec un sujet qui n'a pas encore été fait, avec une arène qu'on n'a pas encore vue. Et comme le livre sortira dans 2 ans, je sais qu'il y a des auteurs qui écrivent beaucoup plus vite que moi. Et je sais qu'il y a des types assez pas fréquentables
pour ne pas les citer, des Nicolas Lebel, des Nico Taquian, des Jacques Sautet, des Claire Favant, des Henri Lovenbruck, qui attendent juste de me choper des sujets parce qu'ils sont en manque de sujets. Parce que, voilà, à niveau imagination, on a tous lu leurs bouquins et on sait que ça vole pas très très haut. Donc voilà, comme ça va sortir que dans 2 ans, je préfère ne pas donner mon sujet pour pas me le faire chourer par des Lebel et consorts. Très bien, on a compris le message. Donc du coup, Impact sort demain dans toutes les librairies. C'est la période Covid, donc c'est une période un petit peu compliquée. On s'est vu à Mulhouse le week-end dernier. C'était l'un des rares festivals qui était possible en France. Comment ça se passe pour toi pour la suite? Est-ce que tu as quelques signatures dans des librairies? Est-ce que tu vas accepter des lives? Comment tu vas rencontrer tes lecteurs en fait? C'est comment tu vas pouvoir discuter de ton livre avec eux? Est-ce que tu as un plan de bataille pour cette sortie de ton livre? Ce qui est terrible et magnifique pour les librairies, ce qui est terrible, c'est le coup d'arrêt qui a été donné au théâtre et au cinéma. Mais c'est vrai que les librairies ont énormément souffert et qu'aujourd'hui, là, pendant les mois qui viennent, ça va être l'avènement du papier, l'avènement du livre. Donc, retournons dans les librairies. N'oublions pas les librairies en danger qui sont les librairies indépendantes. Alors, je ne suis pas du tout en train de dire que dans les grandes enseignes, c'est pas bien, parce que dans les grandes enseignes, moi, j'ai appris à découvrir qu'il y avait de vrais libraires. Donc, ne les boudons pas non plus. Mais voilà, c'est l'avènement du livre, c'est le retour du livre. On est en couvre-feu, donc il faut imaginer de nouveaux moyens de communication. Le fait est que j'avais jamais réellement fait de live comme ça. J'avais assez peur d'en faire parce que j'avais un petit peu peur du manque de possibilités de ping-pong à cause du lag. Donc, j'ai vu que ça se passait bien, donc pourquoi pas en refaire. Et puis, pour les salons, alors, les prochains salons, regardons mon petit agenda. Déjà, il y a Iris Noir en Belgique dans pas longtemps. Ça va être assez formidable. Ensuite, je passe… non, le 28 octobre, il y a la librairie ici à Paris. Après, j'ai un Facebook Live le 29 octobre avec Quai du Polar qui est obligé aussi de dématérialiser ses rencontres. Ensuite, c'est donc le salon Iris Noir en Belgique. Et puis après, on fait un peu comme on peut. J'ai un Facebook Live avec la librairie de titres. Et voilà, là, on est arrivé en novembre, mais rapidement, je vais mettre sur mon Facebook les rendez-vous avec les lecteurs. Il faut innover. Il ne faut pas avoir peur d'essayer de nouvelles technologies comme aujourd'hui. Oh, le vieux, les nouvelles technologies, le Facebook Live. Je viens de prendre juste 25 piges, pardon. Voilà, il faut une nouvelle manière de communiquer, surtout de ne pas oublier, de se parler, de rester en contact. C'est hyper important. Voilà. En tout cas, on va trouver les solutions. On a vu au Festival de Mulhouse que ça marchait. C'est un peu compliqué. Il faut être pas plus de 30 dans la salle. On peut plus faire des bisous. On peut plus faire des selfies. On peut plus faire des grandes accolades. C'est bien dommage, mais voilà, c'est un temps. C'est quand même pas compliqué. Même si c'est vrai que c'est amusant de savoir que en fait, la réponse à ce Covid, c'est de faire attention, c'est de porter un masque, c'est de faire les distanciations sociales. En fait, la réponse au Covid, c'est nous. Mais nous, on n'est pas très fort pour ça. Si c'est nous le médicament, on est un peu dans la merde parce que c'est vrai qu'on ne fait pas très attention et qu'il faudrait qu'on soit un peu plus conscient. Donc voilà, ne nous embrassons pas, ne faisons pas n'importe quoi, n'écoutons pas Nicolas Bedos et essayons d'être un peu plus conscients, un peu plus intelligents parce que plus on va faire attention et plus le moment va être court et plus le moment sera court et plus on va pouvoir et plus rapidement on va pouvoir se retrouver. Donc on serre un peu les dents. C'est quand même l'air de rien, pas si compliqué. On nous arrache pas un bras, on nous interdit, on nous demande de mettre un masque. Ça va, c'est gérable. Si ça dure 2 mois, 3 mois, 6 mois, c'est complètement gérable. Si à la fin, c'est pour tous se retrouver ensemble et se retrouver dans les salons et faire des grandes bouffes et se faire des bisous, moi, je dis que c'est encore pas très, très, très cher payé. Bon, on l'aura compris, tu es quelqu'un de positif. Tant mieux. Non, pas vraiment, non. Là, en tout cas, tu dégages un discours assez positif. Ouais. Donc, Impact sort demain chez Michel Lafon dans toutes les bonnes librairies. Voilà, n'hésitez pas, dans les librairies indépendantes, en grandes enseignes, dans tous les points de vente. Foncez, j'espère qu'on vous aura donné envie de lire Impact. Désolée pour toutes les personnes qui n'ont pas pu rentrer. Google Meet nous avait dit que c'était 250 max et là on a vu que ça a plafonné à 100. Donc j'ai eu plein de messages pendant ce live de gens qui disaient on peut pas rentrer, on peut pas rentrer. On mettra le lien du replay tout à l'heure. On est désolé, on a fait comme on a pu.
Non, mais c'est Voilà, terrible, c'est j'espère terrible. que Je vois toutes les Olivier- questions, je vois toutes les Pardon questions de gens que j'adore. C'est terrible. Je vois toutes les questions de gens que j'adore. Je peux même pas dire bonjour. Je peux même pas répondre. Je Ben vois ouais, mais ça passe trop vite, il est déjà 20h, je donc peux c'est lui vrai dire qu'on- bonjour. Je vois Aurélie Chouchou. Je peux pas lui dire bonjour. Ouais. Je vois Myriam qui a eu la gentillesse de venir. Salut Myriam. Je peux même pas dire bonjour. C'est terrible. C'est terrible. On va se faire engueuler. Mais vas-y, Caro, hein. vas-y, Olivier, on a 5 Ah oui, minutes c'est quoi cette encore, hein, y a histoire pas là de souci. Hein. Attends. Vas-y, fais les petits remerciements de fin, là. Vas-y, profites-en. Non, ça y est, je crois que je viens de le faire. Bon. Bah, d'accord. Merci à toi, Olivier. T'étais passionnant. Écoute, si j'avais pas déjà lu Impact, tu m'avais donné carrément envie de le lire. Donc, merci à toi. Merci beaucoup. Caro, merci d'avoir été ma partenaire une fois encore de la Corse, où tu es en vacances. Bah, merci, Caro. Hein. On en profite pour dire un petit Moi, je voulais mot. juste te dire. Ouais, vas-y. Ah oui, pardon, non, juste avant Non, de non, finir, vas-y. je voulais dire à toutes les personnes qui n'ont donc pas encore lu Impact qu'on aime bien quand, après nos apéros, vous nous mettez des petits messages et tout pour nous dire ce que vous en avez pensé. Voilà, on aime bien échanger avec vous. Cet apéro, il est là pour ça, pour apporter de la convivialité et du partage, même en période de Covid. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Olivier, de nous avoir offert cet exclu à la veille de la sortie. C'était extra. Et puis, Caro, du coup, je te laisse Avec le mot de grand la fin. plaisir. Bah moi, je voulais juste te dire rendez-vous dans 15... Attends, je te laisse parler juste après. Rendez-vous dans 15 jours avec Virginie Grimaldi, donc mercredi 4 novembre à 19h. Voilà, pour ceux qui veulent. Elle sera notre prochaine invitée. Et on va te laisser le mot de la fin, Olivier. Olivier, Bah oui. beaux yeux bleus. Ouais, je vais en profiter pour dire encore merci. Je vois qu'il y a aussi Stéphanie et Damien, donc ça fait plaisir de voir tout le monde. Mais bon, malheureusement, j'ai pas pu dire. Je supporte pas de pas pouvoir dire merci et de pas pouvoir répondre aux questions, c'est terrible. Donc, je suis pas en train de vous promettre que je vais répondre aux 1800 questions qui sont passées pendant cette heure sur un truc à côté, mais en tout cas, ça m'a fait énormément plaisir de voir tout ce monde-là. Et voilà, donc Impact sort demain. Achetez-le, volez-le, téléchargez-le illégalement. Le message est plus important que le mais sinon, pour les libraires, achetez-le quand même. Oui, c'est mieux.